Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Mani, Peter, merci pour cette invitation. Je voudrais également remercier Cindy Kacha pour avoir travaillé pendant ces derniers mois pour la tenue de cette rencontre. Alors, moi, j'aime particulièrement parler de mes recherches et j'aime également parler des recherches de mes étudiants. Donc, nous allons commencer par la transition énergétique au Canada. Si vous avez été à Hamilton, vous avez certainement vu ça. Il s'agit d'une vue panoramique. C'est Stockholm. Ici, nous avons l'ANB. Nous sommes à une transition énergétique et il y a tellement de chaleur résiduelle. Et la capacité de fournir de l'énergie 2 fois plus au Canada que c'est le cas maintenant. La possibilité d'apporter de l'énergie et de la chaleur dans toutes les villes que vous voyez ici, Hamilton, les entreprises, tous les réseaux, etc. Nous sommes sur le point d'entrer dans une transition et nous voulons que tout ici présent soit sur la même page. Lorsque je parle de mes recherches et où est-ce que nous trouvons les fonds, que ce soit le CFI et tous les autres agences qui nous ont fourni le financement, voilà où l'argent va. Et voilà ce que nous faisons, voilà mon équipe, nous avons 20 étudiants, nous avons également des chercheurs, nous avons des boursiers qui m'aident dans cette étude. Donc, à chaque fois, je les invite 1 fois par an pour célébrer leur succès. Je voudrais également parler de certains de mes camarades dans le génie mécanique. Je voudrais les féliciter pour leur collaboration et l'union que nous avons dans la recherche et le travail que nous pouvons faire à travers cette recherche. Donc, vous savez, il y a quelque chose que nous ne voyons pas très souvent dans nos restaurants. Il s'agit là dans les universités, nous avons par exemple les tuyaux d'échappement, nous avons les climatiseurs, nous avons plusieurs choses. L'énergie que nous avons nous n'utilisons que 30% de l'énergie et 70% justement s'échappe. Et je pense que c'est parce que nous avons tellement de ressources que nous ne l'utilisons pas de façon adéquate. Et je sais que vous êtes tous très occupés, c'est pour cela que je vais entrer dans le vif du sujet. Je pense que l'énergie fatale doit être mise en valeur. Nous avons une résilience et cela doit nous permettre d'avoir des objectifs et des missions nettes de zéro. Nous voulons également mettre un emphase sur les infrastructures énergétiques. L'un des problèmes que nous rencontrons, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures. Et je vais donner quelques exemples. Mais c'est plus profitable pour mon entreprise, mais aussi pour les consommateurs et les clients. Et donc, j'ai parlé ici des différents réseaux, mais il s'agit ici des recherches. Et nous avons travaillé avec une communauté scientifique. Il y a une chose que nous devons dire, c'est que nous devons travailler pour s'assurer que l'énergie ou la chaleur fatale doit être propre, renouvelable et autonome. Donc, je ne vais pas donner plus de détails à ce niveau. Nous avons la différence entre l'énergie et l'électricité. Nous avons également comment est-ce que nous utilisons cette énergie. Et si vous avez des machines qui utilisent trop d'énergie, il faut arrêter. Donc, nous avons par exemple des réacteurs qui utilisent jusqu'à 1 gigawatt. Je vais expliquer ici comment est-ce que nous apportons de la chaleur à nos communautés.
Donc ça, c'est juste pour donner un aperçu. Donc nous allons également parler de ce qui se passe au Canada, notamment sur la consommation de l'énergie. Nous avons environ 70% de l'énergie qui entre dans votre maison est utilisée justement pour chauffer l'eau et vous réchauffer. Nous avons 50% de l'énergie que nous utilisons qui provient de l'énergie du gaz naturel. Et nous importons une grande partie. Nous avons certaines provinces qui importent plus que d'autres, c'est vrai. Et ce que je voudrais dire à ce niveau, si je pouvais transférer 50% de l'énergie que nous utilisons et arrêter d'importer cette énergie des États-Unis, par exemple, si j'étais capable de déplacer 50% de cette énergie qui est utilisée notamment avec les chauffe-eau électriques que vous avez, par exemple, et utiliser cela pour bâtir des centres de données qui peuvent réchauffer une grande partie des ménages. Qu'est-ce que vous répondrez? Oui. La réponse est oui. Alors, nous avons également les restaurants. Alors, les restaurants font également beaucoup de gaspillage. Alors, un jour, j'ai discuté avec un propriétaire de restaurant. Je lui ai dit, écoutez, je voulais savoir, est-ce que vous savez qu'il est possible que vous utilisez votre propre énergie pour chauffer de l'eau, pour votre cuisson, etc. Il m'a dit il serait intéressé. Donc, j'ai continué la discussion avec lui. Si nous parlons par exemple des centres de données, c'est-à-dire utiliser les informations technologiques que nous avons par le passé pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Nous savons par exemple qu'il y a des provinces où il fait beaucoup plus chaud. Et en discutant, je leur ai demandé, est-ce qu'il est possible d'utiliser de l'énergie que vous avez pour le transférer dans d'autres provinces? Est-ce que ce serait intéressant? Il m'a dit oui. Et on discutait avec Reales, qui est là aujourd'hui, en leur disant, par exemple, écoutez, c'est important de ce que vous faites, mais si je vous disais que vous avez les infrastructures d'utiliser la chaleur et le vendre au voisinage, à la population, et doubler le montant d'énergie que vous vendez aux autres, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Et tout le problème réside sur le fait que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures. Nous n'utilisons que des équipements pour chauffer de l'eau, pour faire quelques tâches minimes dans nos maisons, c'est tout. Nous avons 30% qui sont utilisés, par exemple, pour chauffer nos ménages. Et nous avons plus de 100 millions de personnes qui manquent d'énergie favorable. Donc maintenant, si nous regardons ce qui se passe en Europe, la plupart du temps, c'est par exemple le charbon qui brûle, c'est le gaz qui brûle. Nous voulons utiliser notre propre énergie et notre énergie arrive de manière un peu plus complexe. Mais je vais revenir sur cette diapositive juste après et comment est-ce que nous allons développer une technologie pour que cela soit fait. Donc, je voulais partager ceci avec vous. Ça, c'est une information de la stratégie électrique nationale qui a été annoncée le 14 mai. Nous avons dit que nous devons arriver à une nouvelle approche. Donc, si nous regardons cela, nous savons par exemple que nous avons des prix qui étaient très élevés récemment pour le chauffage. Nous avons 50% de l'énergie qui est utilisée dans vos bâtiments proviennent du gaz naturel. Et la plupart de cette énergie est utilisée parce qu'il faut se réchauffer dans les maisons, n'est-ce pas? Et je voudrais relier cela avec les objectifs, notamment
de renforcer la capacité du réseau électrique et de réduire les coûts énergétiques totaux. Donc, si nous développons nos différents potentiels, comme je vous l'ai montré dans la deuxième diapositive, si nous renforçons également le commerce, si nous regardons les différents potentiels, notamment à travers les partenaires que nous avons avec l'université McMaster, et essayons de voir comment nous pouvons développer nos propres tuyaux de chaleur. Écoutez, le problème n'est pas juste de doubler la capacité énergétique. J'ai mis un emphase sur l'Ontario, mais je sais qu'il y a d'autres données qui existent dans d'autres pays. J'ai également basé mes recherches, par exemple, à Edmonton, et nous avons également des systèmes énergétiques d'Ontario qui nous ont donné certains chiffres. Et nous avons utilisé cela pour nous baser sur nos recherches. Donc, j'ai commencé avec cela. Dans cette diapositive, par exemple, nous avons 25 gigawatts qui est utilisé pendant l'été. Et nous avons également un renforcement de 52 gigas. Alors, au Québec, par exemple, j'ai eu des informations au Québec. Nous avons, par exemple, une augmentation qui a augmenté à hauteur de 43 gigabits. Donc maintenant, si nous avons des chiffres en 2050, il serait important de voir quelle sera la situation. Et si nous électrifions tout, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous devons réchauffer l'électricité et nous devons multiplier par 3 le réseau électrique pour être capable de réchauffer tout le monde avec l'électrique. Oui, nous allons utiliser de l'électricité pour avoir du chauffage, c'est clair. Donc, regardons maintenant les opportunités. Il s'agit de la demande naturelle de gaz. Nous avons environ 153 terawatts. Nous avons environ 116 terawatts qui est importé, ce qui veut dire que nous avons environ 50% de nos besoins d'énergie qui est importée. Donc, nous avons par exemple la chaleur fatale qui n'est pas utilisée de manière adéquate. Nous avons pris l'exemple des restaurants. Nous avons par exemple les épiceries qui n'utilisent pas de manière adéquate cette énergie. Nous avons aussi les réacteurs nucléaires. Nous avons les centrales nucléaires qui ont besoin de l'énergie. N'oublions pas de ces différentes ressources qui sont nécessaires dans d'autres pays. Nous avons multiplié par 2 la consommation de l'énergie, des ressources énergétiques. Mais c'est une opportunité. Nous avons d'autres informations auxquelles nous n'avons pas accès. Donc, voici ce qui se passe dans la plupart de nos provinces. Voici la consommation dans les restaurants, les centres de données, et cela monte de façon commensurable. Et cela compose, n'est-ce pas, des opportunités incroyables. Nous avons aussi les usines de fabrication, des industries, nous avons les industries pétrochimiques, nous avons les industries pour les papiers, et nous avons aussi les centrales nucléaires. Et personne n'est laissé pour compte sur cette diapositive, et donc chaque communauté a besoin de l'énergie. Nous pouvons atteindre le niveau de la Suède qui est de 50%, et cela peut être fait à travers les infrastructures gazières que nous avons sur le pays. Donc nous avons quelque chose de plus palpable. Nous avons besoin des réseaux thermiques. Dans les années 90, nous utilisons les ressources de gaz d'Alberta et nous avons fait cela à coût réduit. Donc, nous avons
arrêté d'utiliser du bois ou du charbon pour le chauffage. Nous avons arrêté d'utiliser du pétrole et d'autres machines peu adéquates. Et cela était à travers la transition du gaz naturel. La différence est que nous aurons besoin, et permettez-moi de revenir sur la diapositive précédente, nous aurons besoin, n'est-ce pas, des centres de gestion de cette énergie, notamment pour les restaurants. Nous pouvons essayer de développer les batteries thermiques. Nous avons également les centres d'entreposage énergétique. Donc, nous avons ici, par exemple, un centre de gestion énergétique qui a été bâti par le Centre de l'innovation. Nous avons une unité qui a été construite à coût de milliards. Et ce que nous avons, par exemple, c'est que nous avons été capables de mieux gérer les réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que si nous produisons de la chaleur, nous n'avons pas besoin, nous pouvons être capables de préserver cette chaleur. Donc, c'est important justement de savoir comment utiliser de manière plus adéquate ces infrastructures pour que cette énergie qui est captée soit réaffectée dans d'autres zones ou à plusieurs besoins. Donc, voilà les raisons pour lesquelles c'est important d'avoir ce type de centre. Donc, pour les mêmes raisons que je parle aujourd'hui, nous avons ici une carte de Stockholm en partant de 1978 jusqu'à 2010. Et j'ai eu la possibilité d'aller en Suède et même au Danemark. J'ai discuté justement avec le maire, j'ai discuté et nous avons visité les villes durables à Stockholm et j'ai également vu qu'ils ont commencé à faire un certain nombre de travaux dans les années 70 parce qu'il y avait une crise de pétrole dans les années 70 et ils ont essayé de développer cela pendant une trentaine d'années. C'est-à-dire que nous avons des centrales de chaleur, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de gaspillage. Comment est-ce qu'ils ont fait cela? Le financement était un réel problème et la Suède est une nation et 30% des ressources provenaient des municipalités. Et ils ont eu la possibilité de mobiliser suffisamment de ressources pour l'avenir. Et pour faire cela, il y a un certain nombre de composés. Premièrement, nous avons besoin de savoir combien d'énergie on en a besoin. Si vous êtes familier à comment ça se passe dans les provinces, à chaque mois, il y a une sorte d'estimation. Donc, il y a des informations tous les 2 mois sur comment vous consommez de l'énergie dans vos provinces. Nous avons donc développé un système à travers un réseau particulier, notamment pour développer une planification. Nous avons utilisé les données du GIS pour faire une sorte de cartographie. Et ce que vous voyez ici, c'est la demande de chaleur de chaque bâtiment dans ma ville. Et dans chaque ville, nous avons les données et nous pouvons prendre des résolutions. Nous avons là les données pour l'année. Ça, ce sont les données de l'année pour chaque bâtiment. Et nous avons essayé de conserver cela en utilisant une approche bien particulière. Et nous sommes arrivés à une conclusion que vous voyez ici. C'est ce que nous avons fait comme travail avec mes élèves. Et cela nous permet justement de savoir quelle est la demande qui doit être comblée et aussi en se basant sur les données que nous avons. Donc, je vous ai justement parlé des différentes ressources. Parlons maintenant des perspectives. Voilà les ressources que nous avons
en matière de chaleur dans notre province, c'est-à-dire que nous avons vu comme ce que nous pouvons produire en matière d'énergie et aussi ce dont nous avons besoin. Regardez ces diapositives. Tout ce que vous voyez en vert, il s'agit là de l'équilibre énergétique. Là, vous voyez que c'est rouge, ça veut dire que ce sont des endroits où il n'y a pas suffisamment d'énergie. Donc, et où c'est orange, ça veut dire qu'il y a une sorte de déséquilibre. Donc, nous serons capables de faire une prévision de cela. Maintenant, permettez-moi de parler avec un peu plus d'exemples pour que vous preniez les choses en perspective. Donc, nous avons fait des ressources, des recherches sur Burlington en avril de cette année. Et nous avons dit, par exemple, que nous avons des centres de données à Burlington et nous pouvons utiliser ces données pour nos recherches. Et donc, nous avons discuté avec des responsables et 2 jours après, nous avons soumis une proposition et voilà ce dont nous étions capables de faire comme travail. Nous savons également que nous avons des communautés de 30 000 ou même 25 millions de personnes. Donc, j'ai décidé d'utiliser cela comme échantillon, notamment pour savoir si on peut avoir cette cité futuriste. Donc, nous avons par exemple des endroits qui sont verts et j'ai essayé de voir si on peut avoir ce développement thermique pour voir ce que ça va donner. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous pouvons avoir notre équilibre énergétique et nous pouvons distribuer l'énergie à tous les bâtiments. Et nous pouvons justement commencer à savoir quel peut être le coût estimé. Donc, nous avons commencé avec les centrales. Nous avons essayé de voir comment est-ce que cela peut être utilisé dans les hôpitaux. Donc, voilà où tout cela peut être utilisé. Et les installations, justement, peuvent utiliser le gaz naturel. Donc, voici le premier exemple. Le deuxième exemple, donc, j'ai travaillé avec plusieurs personnes, mes collègues, donc des spécialistes du nucléaire. C'est vrai que je ne suis pas un spécialiste du nucléaire moi-même, mais j'ai travaillé avec beaucoup d'experts dans ce sens. J'ai donc eu la chance de travailler avec une agence qui se focalise sur le nucléaire. Et on se posait la question, si nous utilisons par exemple 100 kilowatts, combien de bâtiments cela pourrait être utilisé? Donc, nous avons vu que c'était une opportunité incroyable. La terminologie canadienne, qui est semblable de ce que nous utilisons déjà, cela peut être utilisé par les communautés autochtones, s'ils le veulent. Mais qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que nous avons une proposition avec l'un de mes amis et nous avons fait cela avec 2 approches. Nous voulons créer une sorte d'outil d'intelligence artificielle qui nous permettra justement de gérer la consommation et la distribution énergétique. Et nous pouvons faire cela pour les réacteurs nucléaires. Donc, je veux que cela soit un système automatisé de l'intelligence artificielle qui doit être utilisé et faire une sorte de prévision. Et nous allons justement utiliser cela. Donc, voilà ce que nous entendons par 3 mégawatts. Voilà ce que ça apporte. Et cela pourrait justement décarboniser
l'utilisation que nous faisons de l'énergie. Nous pouvons avoir des unités d'entreposage plus efficaces et nous pouvons utiliser cette énergie et le réinfluer dans la population pour qu'ils puissent utiliser cela dans les ménages. Donc, nous avons utilisé cela à travers les approches menées par l'Université McMaster et nous avons justement des projets que nous avons mis sur pied. Et ce qui nous manque maintenant, c'est le financement de ces projets en termes d'infrastructures. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous avons encore du pain sur la table. Nous avons donc eu une rencontre importante. Nous avons rencontré beaucoup de responsables canadiens, iraniens, et il me demandait pourquoi est-ce que vous avez mis sur pied ce projet Kando, comment est-ce que vous avez procédé. J'ai dit, écoutez, on s'est basé sur un certain nombre de données. Normalement, justement, nous avons créé des cités un peu particulières. Donc, on s'est posé la question de savoir si nous utilisons, comment est-ce qu'on fait pour prendre cette énergie et réutiliser cela à travers nos communautés. Au lieu de produire, par exemple, de l'énergie, nous prenons ce qui a déjà été stocké et reconditionné pour le utiliser à travers, dans les communautés, par exemple à Toronto. Et vous savez, vous pouvez, à travers cette approche, réduire le problème du pic énergétique si on fait preuve d'ingéniosité à travers cette approche. Donc, j'ai fondé mon entreprise en 2010. Nous avons commencé en 2010, comme je l'ai dit. Il y a eu plusieurs phases dans la mise sur pied de cette entreprise. Et en 2018, nous avons commercialisé nos produits. Et 90% de l'énergie qui est produite est utilisée notamment pour la cuisson. Et cette énergie était justement nécessaire pour électrifier 6 ménages. Et nous voulons travailler pour être capables d'apporter de l'énergie à environ 7000 restaurants. Nous, justement, on parlait des aliments. Mais les aliments ne sont pas le problème ici. Si nous pouvons justement capturer cette chaleur, nous pouvons reconditionner cela dans les restaurants et que cette énergie peut être utilisée pour chauffer de l'eau, pour la cuisson et pour d'autres choses, d'autres activités. Donc, il y a comment est-ce qu'on procède? Nous avons créé un réseau nano parce que cela crée premièrement des profits, des bénéfices. Nous pouvons aussi augmenter les bénéfices du restaurant pour environ 12%. Et cela peut également réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons par exemple 10 000 tonnes de CO2 qui est produit par an dans cette pizzeria, par exemple. Et j'ai noté que le marché pesait environ 6 milliards de dollars. Donc, c'est vrai, nous avons créé l'entreprise en 2018, mais cela nous a pris 7 ans pour changer les standards de réglementation. Cela nous a donné le temps justement d'avoir un meilleur financement. Il y en a un qui est dans la salle. Et justement, nous avons discuté avec les propriétaires de Pizza d'investir dans notre entreprise. Et nous avons augmenté notre financement à 9 millions de dollars parce que nous avons des gens qui croient en nous, qui pensent que nos recherches peuvent améliorer les choses. Nous pouvons créer de l'emploi, nous pouvons également réduire les coûts et c'est important. Donc, je pense que cette technologie est beaucoup plus efficace que plusieurs technologies qui sont utilisées. Vous voyez? Qu'est-ce que cela implique pour le Canada?
Écoutez, ça implique le développement économique. Nous avons par exemple les infrastructures qui sont bâties. Cela peut également créer une meilleure connectivité. Cela peut préparer et retenir de la main-d'œuvre qualifiée et nous serons également capables de fabriquer beaucoup plus de ce type de technologie au Canada. Nous pouvons attirer plusieurs entreprises au Canada et bâtir ce type de technologie. Cela peut également monétiser ce qu'on peut comprendre comme étant l'énergie ou la chaleur fatale. Et cela peut justement générer de l'argent dans les économies locales, que ce soit dans l'industrie de la fabrication, que ce soit plusieurs entreprises. Donc, vous êtes capable d'utiliser de l'énergie plutôt que de le gaspiller. Comment est-ce qu'on finance cela? Je pense que c'est le problème. J'ai un collègue, Thomas, qui travaille sur la question. Et le problème, c'est que les municipalités n'ont pas de l'argent, mais ils contournent la question en disant, par exemple, que nous allons faire comme ce que les Suédois avaient fait en 1978. Et cela doit donner plus de marge de manœuvre pour les municipalités. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une industrie pour financer plusieurs projets de ce type. Donc, si on revient sur le message clé, l'énergie est une ressource énergétique souveraine, autonome. Ils ne doivent pas être gaspillés. Et si nous avons ce type d'infrastructure, vous serez capable de développer cet approvisionnement d'énergie durable et abordable. Comment est-ce qu'on fait cela? J'ai mentionné que nous avons une collaboration avec les scientifiques politiques. Nous avons un d'entre eux qui est dans la salle et qui justement mène des études de doctorat sur la question. Et je pense qu'il y a également les études compétitives qui sont importantes, notamment sur le gaz et de l'eau, qui doivent être utilisées et développées. Nous devons également trouver un moyen de financer cela à travers les municipalités. Alors que nous sommes en train d'augmenter la construction de nos ménages, nous avons par exemple les entreprises également qui se développent de plus en plus. Je pense que c'est une bonne idée pour nous de tirer parti de cet avantage. Permettez-moi de revenir sur un autre élément. Avec Peter, nous avions un rapport que nous avions rédigé et cela est en droite ligne avec les recherches que Peter et moi nous avons menées il y a quelques années. Mais c'est juste en droite ligne avec l'opportunité et les perspectives de cette recherche. Et donc, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez parler à mon équipe. Voici notre adresse courriel. Mais l'une chose que vous devez comprendre, c'est que l'énergie ou la chaleur fatale est propre, souveraine, abordable, notamment pour l'opportunité meilleure au Canada. Et merci à tous mes bailleurs de fonds qui nous ont aidés et tout cela a été utilisé pour l'innovation. Et un grand merci également pour l'aide que j'ai reçue de nos étudiants. Je vous remercie.